Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert Ophèle, le président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez écouté ou pas ce qu'il nous racontait l'ami Patrick Artus juste avant? En partie, oui. Bon, sur le fait qu'on parle pour l'instant pas assez d'économie dans cette campagne présidentielle et qu'il y a beaucoup de sujets. Non, mais sans faire de la politique, mais dire que voilà, il y a beaucoup de sujets pour moderniser la France qui doivent être posés. C'est vrai que pour l'instant, on a des sujets économiques un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Oui, mais on est au début de la campagne aussi, voilà. Donc les choses vont peut-être monter en puissance sur ces domaines-là. Bon, dans son dernier rapport, on l'a évoqué évidemment quand c'est sorti la semaine dernière sur Boursorama, de la Banque de France sur l'évaluation des risques financiers. La Banque de France nous dit qu'un risque de crise financière existe. Bon, elle le dit assez régulièrement, tous les 6 mois, mais là, elle est passée de ce risque qui était élevé à très élevé. Est-ce que vous êtes inquiet? Les valorisations de beaucoup d'actifs ont augmenté de façon très significative l'an passé, que ce soit la valorisation des actions, les valorisations de l'immobilier et d'un certain nombre de matières premières. Et donc, c'est problématique ça? Ou est-ce que ça peut être justifié encore une fois parce qu'il y a un rebond économique? C'est pleinement justifié par un certain nombre de facteurs. Le rebond économique et des perspectives économiques qui restent très favorables. Une politique monétaire très accommodante, avec surtout en termes réels. Il faut avoir ça en tête. Oui. Donc, des taux d'actualisation. Expliquons en termes réels, parce que quand on regarde un rendement, notamment sur les taux d'intérêt, il faut le défalquer de l'inflation. Quand on regarde la dette française qui est à 20 points de base et qu'on retire 3 points d'inflation. Je parle à sa place, allez-y. Hein. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Donc ça fait un taux réel. Quasiment moins 3. Quasi extraordinairement négatif. Donc quand la valorisation d'un actif, c'est l'actualisation de flux futurs de résultats estimés. Et donc quand on a des résultats estimés qui sont élevés et un taux d'actualisation qui est très faible, les valorisations sont élevées. Cela étant, l'investissement, en particulier en bourse, c'est un investissement de long terme et on sait qu'il y a des cycles boursiers, ça monte, ça descend. Mais, et on voit bien la sensibilité, notamment des valeurs techno, mais des valeurs qui sont fortement valorisées, à l'évolution des taux d'intérêt, parce que quand on actualise les profits futurs des boîtes qui font des profits qui sont en forte croissance, plus le taux d'intérêt est élevé, c'est des maths ça, plus la valeur actuelle elle est basse. Voilà, faible. Merci. Bon. Je regarde, l'an passé, ça a été une année exceptionnelle, hein, puisqu'on est sur on est 30% sur le KOSBF 120. Ça nous ramène quasiment 20 ans, plus de 20 ans en arrière. Hein. Et en 10 ans, c'est 10 si je regarde sur 10 ans, c'est plus 10% par an. Ça va trop vite, Robert Ophèle. Je veux dire, l'économie va vite. Et la création de... Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a des mouvements sectoriels. On dit 30%, mais tout n'a pas fait 30%. Il y a une grande... Fallait dire ça aux valeurs il y a des discernements. Automobiles, aux valeurs... Il y a des secteurs dont les perspectives de croissance sont beaucoup plus fortes que d'autres. Et donc, il y a, derrière ce chiffre global, il y a des réalités différentes. Mais il y a matière, encore une fois, à s'alarmer, où on se dit, bon, elle est dans son rôle, la Banque de France, elle nous alerte, et puis il n'y a pas de risque imminent, elle ne nous dit pas qu'un risque tout de suite, c'est un risque de moyen terme, mais ce qui est normal, plus les actifs sont chers, immobilier, bourse, plus le risque, ça se retourne, est élevé. En même temps, chacun pourra faire ses conclusions, non? Oui, mais il y a toujours des risques de oui, mais ils ont augmenté. Ils ont augmenté parce que les valorisations sont un peu plus élevées qu'auparavant, mais par rapport aux fondamentaux que nous avons en croissance économique et en politique monétaire et taux d'intérêt, au moment où nous parlons, on voit que, surtout en Europe d'ailleurs, et surtout en France. Tout ça tient parce que les taux sont bas, et pas même quand on actualise aujourd'hui, on le fait avec des taux qui sont bas, mais si on devait actualiser dans le futur avec des taux plus élevés, ça pourrait changer l'équation. Mécaniquement. Mécaniquement. Mais on voit que les anticipations de taux qui sont implicites sont une permanence de taux assez bas. Donc s'il y a une mauvaise surprise, en termes d'anticipation, il y a des conséquences. Après, des marchés qui sont hauts, des marchés qui sont chers, c'est pas tout à fait... voilà, il faut aussi faire le distinguo. Absolument, absolument. Bon, après, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Robert Ophèle, mais que la Banque de France nous parle de risque boursier, de crise boursière, évidemment, elle est dans son rôle. Alors qu'on sait quand même que ce sont les liquidités, la politique monétaire, encore une fois très accommodante des banques centrales, qui sont à l'origine, de la hausse des bourses. On se dit qu'il y a un peu de schizophrénie, pardon pour le mot, mais non? C'est la difficulté du travail d'être un banquier central, où d'un côté,
On appuie une sur politique l'accélérateur, en même temps on appuie sur le frein. et on essaye d'équilibrer les choses avec des politiques parfois macro-prudentielles qui permettent de gommer certains aspects négatifs de la politique monétaire. Exactement. Donc, le lien avec l'AMF, évidemment, il est tout trouvé, Robert Ophèle. C'est les particuliers. Est-ce qu'ils sont bien protégés, encore une fois? Si d'aventure, on ne le souhaite pas, mais il devait y avoir, parce qu'on voit bien que la Fed est en train d'accélérer. Ça vous a quand même incroyable ce qui s'est passé en un mois. La Fed nous a dit pendant un an, l'inflation, ouais, c'est transitoire. Et finalement, elle a dit, non, mais on retire transitoire, on va accélérer. C'est plus 2 hausses de taux, c'est 3, c'est peut-être 4. Le bilan, peut-être qu'on va commencer à le baisser un petit peu. Donc, si ça se passe un peu plus mal en matière, encore une fois, de hausse de taux et de sortie de politique monétaire, sur le resserrement monétaire plus rapide aux États-Unis, ça ne sera pas sans conséquence, évidemment, sur ce qui se passe en Europe. Et je reviens à ma question, Robert Ophèle. Pour les épargnants français, est-ce qu'ils sont bien protégés, selon vous? Il faut avoir en tête qu'une inflation qui serait forte, ça serait désastreux pour tout le monde. Donc, c'est quoi une inflation forte? C'est une inflation qui, en moyenne, sur plusieurs années, serait supérieure nettement supérieure à 2%. Ouais. Je crois que cette référence, elle est commune. Elle est commune. On est à 3, mais ça fait... Oui, mais on est juste à 3 et on vient d'en dessous. Donc, l'accélération est rapide. L'accélération rapide, mais rien à voir en Europe. La France est en dessous de l'Europe. Largement, on est 2 points de moins en dessous. Et l'Europe est en dessous des États-Unis. Et l'Europe est 2 points de moins en dessous des États-Unis. Donc ça fait 4. Donc c'est assez... il faut garder ça en tête. Les épargnants français et les particuliers qui sont de plus en plus nombreux en bourse et qui ont alimenté, qui ont bénéficié donc de ces très forte hausse, il faut quand même l'avoir en tête. Ils ont eu des creux là pour le coup. Formidable. Non, mais depuis le printemps 2020, nos compatriotes ont accompagné, ont bénéficié de cette hausse. Tout le monde en a bénéficié, les entreprises aussi. Les introductions en bourse l'an passé, c'est 45 introductions à la Bourse de Paris. 45. On n'a jamais vu ça depuis... On peut que s'en féliciter après en termes d'évolution de cours boursiers. Oh ben ça dépend. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Pas... Ce qui est normal, ce sont mais fondamentalement, ce sont des investissements sur le moyen et sur le long terme. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et sur le moyen et le long terme, on est rarement déçu par les marchés actions. Pourquoi? Parce qu'ils accompagnent la croissance économique fondamentale. Ouais. En 3 ans, c'est chiffré par l'AMF, c'est plus d'1 million, c'est 1 100 000, il faut être précis, 1 100 000 nouveaux. Alors c'est quoi? C'est nouveaux investisseurs particuliers, encore une fois, qui sont arrivés. C'est inédit, là, encore une fois, comme mouvement, ça. Oui, c'est inédit. En dehors des vastes opérations de privatisation qu'on avait eues, qui avaient évidemment attiré en bourse beaucoup. Historiquement, je crois que la plus grosse, c'était quoi? C'était EDF, peut-être à l'époque, non? Ne me parlez pas de... Oui, EDF, en ce moment, c'est peut-être pas le dossier. Bon, bref, passons. En tout cas, voilà. En tout cas, on n'a jamais vu autant d'appétence et d'arrivée de nouveaux investisseurs particuliers. Est-ce que le flux s'est un petit peu tari, là, depuis? Non, le gros a non, ce qui est très emblématique, c'est que on a eu beaucoup d'arrivées en 2020. Parce qu'en 2020, mars, rappelons-nous, des cours de bourse extraordinairement bas, des cours d'achat évidents. Les gens CAC à rentrent. 3005, 3004, en tête. Mais exactement, les gens rentrent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement, on le voit, il a duré. C'est-à-dire qu'il s'est poursuivi depuis, avec des flux qui sont à peu près... J'ai vu le chiffre 50 000 aujourd'hui par trimestre. Je ne me rends pas compte, 50 000 nouveaux. Non, mais c'est 50 000 nouveaux. Alors, par construction, plus on est nombreux... plus c'est difficile. Plus c'est difficile d'en rajouter. C'est là. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont maintenant, qui interviennent en bourse et qui interviennent régulièrement. Et ces flux, en général, ce sont des gens plus jeunes, moins fortunés, mais qui prennent des habitudes de pouvoir intervenir en bourse. Qui sont dans ce qu'on appelle du spiel, pardon pour le terme. Il y en a quelques-uns, mais pour faire des coups, ou est-ce qu'il y a vraiment cette idée? Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là sur le moyen long terme, et qui c'est d'ailleurs ce que l'on souhaite comme type d'investisseur. Ouais. La protection des épargnants, c'est évidemment une des priorités de l'AMF, ça n'y a pas de sujet, mais est-ce que cette année encore,
encore plus, c'est une priorité, notamment avec la lutte contre le greenwashing, ça j'avais bien compris. Voilà. On peut lier les deux d'ailleurs. Absolument, parce que le grand enjeu qui est dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est en effet avoir des produits financiers dont l'objet est de clairement financer cette transition, en particulier cette transition vers une économie plus durable. Et c'est pas le cas aujourd'hui ? Il y a 12 000 fonds aujourd'hui, 12 000 fonds d'investissement. Combien là qui s'autoproclament ESG, ISR, qui disent être green au sens large ? Ce qu'il faut avoir, c'est un process. C'est un process. Et on a besoin d'un cadre de référence fiable, contrôlé, normalisé. Ce cadre, il est en cours d'élaboration. Et donc, nous sommes dans une voie de progrès pour aller dans cette direction-là. Nous, en France, nous avons à l'AMF mis une doctrine depuis début 2020 dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas le cas partout en Europe. Ce qui n'est pas le cas partout en Europe. En passant. Et qui dit, si vous mettez en avant dans votre commercialisation des critères ESG, eh bien alors, il faut que vous ayez des engagements très forts dans ce domaine-là. Et des résultats. Et qui puissent être suivis dans le temps. Et nous le vérifions. Mais le cadre européen est encore en cours. Ce qui veut dire qu'en France, le risque de greenwashing, encore une fois, des fonds, il est peut-être toujours là, mais il l'est moins aujourd'hui. On essaye de le limiter parce que c'est absolument essentiel. Il ne faut pas que la crédibilité de cette évolution soit mise en cause. Ça serait désastreux pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que l'AMF va davantage contrôler les sociétés de gestion, les asset managers, pour justement sur ces engagements, pour qu'au-delà des paroles, il y ait des actes. Les contrôles, ils ressemblent à quoi d'ailleurs ? Les contrôles, vous savez, c'est une équipe de contrôleurs qui viennent sur site et qui demandent un certain nombre d'éléments pour pouvoir vérifier la réalité des choses. On parle de quelques contrôles ou vraiment vous allez massifier ça On ne peut pas massifier, avec les moyens que nous avons. Mais ce que nous faisons dans ces domaines-là, c'est ce qu'on fait des contrôles courts ciblés. Donc, sur ces thématiques-là, nous allons voir 5-6 établissements. Et nous faisons un contrôle sur ces points-là. Un contrôle. Et pourquoi cela ? Pourquoi ces 5-6-là ? Ils sont tirés au hasard Non, on essaye d'avoir un panorama le plus représentatif de l'offre du marché. Ces contrôles-là n'ont pas, dans un premier temps, une vocation à être répressifs, mais à mettre en évidence ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Pour que derrière, il y ait une correction. Pour que derrière, il y ait une correction. Parce qu'on est dans un process réglementaire complexe. On a mis une doctrine en place. Ensuite, on fait ces contrôles pour mettre en évidence les bonnes et les mauvaises pratiques. Et évidemment, si c'était désastreux, on serait répressif. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Mais le bâton est là quand même, malgré tout. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand on fait ces contrôles, qui sont donc courts pour donner eh bien, il y a un rapport qui est discuté avec l'établissement. Donc c'est un vrai contrôle. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui ont un PE, une assurance vie, un compte titre ou autre, et qui ont envie d'avoir un fonds vraiment durable, vraiment vert, vraiment responsable, qu'est-ce qu'on leur dit avant d'acheter, d'investir, évidemment de s'intéresser au sujet ? Mais c'est quoi le label ISR Bien sûr. Et en même temps, il va être revu et corrigé. Moi, j'ai reçu ici sur ce plateau Michel Papalardo, bien sûr, la présidente du comité du label ISR, qui m'a dit bon, on va consulter tout le monde. Et quelque part en 2022, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, parce que c'était il y a un petit moment, on va revoir le label parce qu'il y a des trous dans la raquette, pour le dire gentiment. C'est un domaine qui illustre bien le propos que j'avais tout à l'heure. C'est en mouvement. On s'améliore progressivement. Et le label ISR fait partie, évidemment, des éléments qui permettent de donner confiance à l'investisseur. Ouais. Donc le label ISR, et quoi d'autre d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux épargnants qui nous regardent, qui ont envie de mettre, encore une fois, d'investir dans cette transition énergétique ou d'investir dans des SICAV, des FCP qui sont, encore une fois, gérés avec des vrais critères pour l'environnement, un pilier social, un pilier de gouvernance ? Précisément, aujourd'hui, sur les produits qui sont commercialisés, qui sont commercialisés en France, quand on met en avant ces critères ESG, on peut avoir le label ISR, d'ailleurs ça en fait partie. Oui. Ça en fait partie. Il peut y avoir des choses à peu près équivalentes, mais aujourd'hui, ces choses sont encadrées. Et donc, selon la sensibilité que l'on a, parce qu'il y a plusieurs types de placements, ISR, ESG, c'est selon les sensibilités, là où ce que l'on souhaite soutenir, on a une offre qui couvre bien les besoins.
Robert Ophel, dans les chantiers qui vont se poursuivre à l'AMF, il y a la supervision des intermédiaires financiers. À la fois les conseillers indépendants, ils nous regardent évidemment les réseaux bancaires pour s'assurer, c'est pas nouveau, hein, mais l'adéquation entre le conseil qui est prodigué et le profil, évidemment le profil de l'épargnant. Qu'est-ce que vous allez faire de plus que ce qui est déjà fait aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas un nouveau chantier. Non, c'est un chantier traditionnel, au long cours. Les exigences qui sont posées par la réglementation sur le Conseil sont très lourdes, hein, il faut en avoir conscience. Ça a des avantages et des inconvénients. La Commission européenne avait d'ailleurs un chantier pour remettre à plat ces éléments-là, qui doit déboucher par des propositions au second semestre cette année. La France a un rôle à jouer dans le cadre de la présidence de l'Union pas sur ce point-là, parce que le rôle d'une présidence, c'est d'essayer d'accélérer, de finaliser des projets qui sont déjà bien avancés. D'accord. Là, on est sur quelque chose qui est pour la fin de cette année. Je dois dire que pour citer les CIF, les conseillers en investissement financier, ils sont très nombreux. Et nous comptons beaucoup sur les associations de CIF pour organiser cette profession et s'assurer précisément que les conseils sont à bon escient. Et nous contrôlons les CIF, mais nous contrôlons aussi les associations pour vérifier, pour s'assurer de cela. Après, il y a de plus en plus de placements qui sont vendus, en tout cas qui sont réalisés sur Internet, avec des particuliers qui achètent en direct, parfois sans conseiller. Que fait l'AMF pour éviter qu'un particulier qui, délibérément, n'a pas envie d'avoir de conseil, qui s'estime parce qu'il est informé, parce qu'il a un point de vue, parce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de faire, pour qu'il ne prenne pas trop de risques. C'est le rôle de l'AMF aussi ou pas d'ailleurs ? Ou c'est pas trop intrusif pour le coup ? Vous avez tout à fait raison. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une tendance à se passer du conseil et à intervenir directement sur des plateformes qui proposent des multiproduits. Le conseil, c'est utile. Surtout quand on arrive sur des produits qui sont parfois un peu complexes et sophistiqués. Vous pensez auxquels dès qu'on est sur des produits à effet de levier particuliers, ou des produits qui peuvent être des fractions d'actions, ou des produits qui peuvent être, qui ne sont pas des produits traditionnels, classiques. Et ce que l'on voit, c'est que ce marché-là, c'est un marché qui est de plus en plus européen, comment dire. Parce que les gens qui proposent ces plateformes, ce ne sont pas des agents, des personnes, des institutions qui sont localisées en France. Donc ils ne sont pas réglementés ici. Donc ils ne sont pas réglementés ici. Et ça veut dire... ils sont réglementés dans leur pays d'origine. Mais qui n'ont pas le même niveau de réglementation. En principe, c'est la réglementation européenne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne peuvent pas porter leurs services en France. Ce sont les mêmes règles. Mais il faut avoir en tête que si vous avez un problème, eh bien, ce n'est pas le médiateur de l'AMF qui pourra faire quelque chose. C'est pas les tribunaux. Vous voyez, on est sur des concepts qui sont un peu différents. Et dans mon esprit, cette évolution-là appelle une intervention de l'ESMA, l'organisme européen de supervision, beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Et qui pourrait ressembler à quoi, encore une fois, pas dans les concrets, mais pour un particulier qui va sur une plateforme et qui veut acheter un produit financier, plus ou moins complexe d'ailleurs, comment, encore une fois Ça veut dire qu'aujourd'hui, on attend ce que l'ESMA, donc l'AEMF, l'organisme européen, vérifie de façon assez précise la manière dont cette réglementation européenne commune est effectivement mise en œuvre dans l'ensemble des pays. Parce que, évidemment, si on n'est pas homogène dans le traitement des épargnants... Mais cette réglementation, elle est suffisante pour vous ? Elle est assez elle est suffisante. Protectrice, dans le sens protectrice, encore une fois ? Elle est très protectrice. Elle est très protectrice si on l'applique de façon homogène. Bon, il y a juste un dernier point, parce qu'on va se quitter là-dessus, Robert Ophel. Il y a toujours de plus en plus, encore une fois, de créativité en matière d'arnaque, de placement bidon, cryptoactifs ou autres d'ailleurs. Encore une fois, est-ce qu'il faut se méfier ? Qu'est-ce qu'on dit encore une fois ? C'est ceux qui nous regardent, qui pourraient être tentés, parce que les publicités, on en voit toujours fleurir encore aujourd'hui. Gagner beaucoup d'argent sans prendre de risques très rapidement, sauf à croire au Père Noël. Voilà. Ce qui n'est pas votre cas. Le temps est passé, là, du Père Noël. Non, mais voilà, le Père Noël est passé. Nous, on dit vérifiez, parlez-en. C'est là où le conseil est important. Parlez-en à votre conseiller financier, bancaire ou autre. Ne vous engagez pas
à l'aveugle. Et vérifier, vous savez, il y a des listes noires, mais il y a aussi des listes blanches. Préférez les listes blanches aux listes noires. D'abord, elles sont plus courtes que les listes noires, malheureusement. Et ne croyez pas au Père Noël. Demandez conseil, c'est la clé. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, Robert Hoffel, le président de l'AMF, Autorité des marchés financiers, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.